il y a un exercice assez intéressant qu'on peut faire sur les parachutes, d'essayer de trouver un mot-clé ou une idée clé derrière lequel introduire les différents points de la paracha. Je ne suis pas arrivé à le faire. Bon, ça veut dire que je suis arrivé à le faire sur la majorité de la paracha. C'est une paracha particulièrement longue, 168 versets. Je suis arrivé pour 91 versets. La suite, je suis sûr que j'arriverai parce que j'ai pas mal d'imagination, mais j'ai pas essayé parce que le décor change pas mal. La fin de la paracha parle du Korban Moussaf, c'est-à-dire que toutes les fêtes où il y a des suppléments de korbanot, ça veut dire de sacrifices, sont accompagnés d'une récitation qui est signalée dans notre paracha. Ça a occupé une bonne partie de la paracha. Mais l'essentiel de cette paracha, donc cette section, et je la regrouperai sous le terme de succession, les successions. Au départ, il y a déjà le problème de Pinchas. Pinchas, dont on parlera, Pinchas va obtenir un droit d'être Kohen alors qu'il n'était pas prévu en principe qu'il soit Kohen au départ. Les Kohanim au départ c'était Aaron et ses fils, Pinchas c'est un petit-fils, et donc normalement n'avait pas droit à la Kohuna, au moins d'après la Gemara, le Zohar il voit les choses autrement, et par son mérite, on reviendra là-dessus, il a obtenu le droit à la Kohuna, à être Kohen. Ça c'est un premier point, il rentre là-dedans, et après quelques versets pour arranger le sort des Midianim qui étaient intervenus dans cette histoire, on reviendra là-dessus. Ensuite, on parle des recensements qui ont été faits au moment de la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua. De la même façon que quelqu'un qui prend un poste de dirigeant doit établir un bilan, les hommes politiques n'ont rien inventé, au début de leur accession au pouvoir. De la même façon, quand il quitte le pouvoir, il faut faire un bilan. De la même façon que Moshe Rabbeinu, quand il a pris en charge les Hébreux, il a fait un bilan du nombre des Hébreux. De la même façon ici, succession de Moshe s'impose et on va refaire un bilan. Après ce bilan, on dit la Ele Techalek Haaretz, les gens qui ont été cités, les familles citées dans ces familles d'Israël, auront droit à la terre. Ensuite, donc la terre, c'est aussi la succession de Moshe. Moshe était l'homme du désert. Son élève Yoshua, qui prendra la suite, c'est lui qui fera hériter la terre d'Israël. Une intervention très importante des filles de Slofrod, ce sont des filles qui ont demandé, en l'absence de frères, d'avoir un droit sur l'héritage. Et à la suite de cela, on nous donne les droits d'héritage, l'ordre des successions de l'héritage. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste vous dire qu'il y a un thème comme ça de les successions, sous différentes formes. Et ensuite, Moshe lui-même, voyant que même des filles qui a priori n'ont pas tellement le problème de l'héritage, les femmes ont beaucoup plus un problème de gestion, c'est la maison, c'est la base même du peuple juif, c'est pas tellement un problème de gestion de biens, mais en l'absence de garçons, c'est elles qui sont héritières d'après la Torah. Donc Moshe pense que c'est le moment venu de demander que sa succession soit reprise par ses fils. Même s'ils ne sont pas les plus grands d'Israël, peut-être ses fils auraient-ils droit. Et à ce moment-là, Hachem dit non, c'est ton élève Yoshua qui par ses mérites a conquis cela. Alors si vous regardez dans ces successions-là, sous différentes formes, il y a à la fois des successions, le cadre classique des successions. Hein, comment ça se passe, l'héritage? Les lois d'héritage. C'est d'abord les garçons. Ensuite, c'est les filles. Ensuite, c'est le père. Ensuite, les frères. Ensuite, les oncles. Ensuite, les cousins. Bon, il y a toute une succession que je pourrais vous tracer, et les ayants droit de ceux qui viennent. Vous ne voyez pas comme en France, par exemple, si vous regardez les lois de la succession,
Elle change d'ailleurs tous les quelques temps parce que la mode et la sensibilité se transforment. Par exemple, que les femmes aient une succession plus importante, c'est quelque chose d'assez récent dans la législation française. Dans le droit hébraïque, les filles et les femmes, on se préoccupe beaucoup plus qu'elles aient une protection, une pension alimentaire, et quand bien même il n'y aurait pas d'héritage, parce que les femmes et les filles auraient leur pension garantie, eh bien, tant pis pour l'héritage. Donc ça veut dire que c'est simplement un autre regard. Les femmes sont plus là pour être protégées et assurées, n'est-ce pas? Et c'est au mari, en vérité, d'assumer le gagne-pain. Donc c'est plus les maris, normalement, sauf s'il n'y a pas de garçons, ce sera les filles. Bien. Alors ici, donc, il y a le cadre classique. Il y a encore beaucoup de lois là-dedans, mais enfin, très schématiquement, ce que je vous en ai dit, en quelques mots, il y a le cadre classique des successions qui est précisé, mais à côté de cela, on voit aussi qu'il y a des successions un peu bizarres qui interviennent. Premièrement, celle des Kohanim, où Pinchas, grâce à ses mérites, intervient pour avoir un droit de Kohuna, d'être Kohen. Oui, bien. Ensuite, les enfants de Moshe, qui ne succèdent pas à leur père pour diriger le peuple juif, ce sera Yoshua. Donc il y a un peu un mélange de classicisme et d'exception dans l'héritage. Je vais parler essentiellement à partir de Pinchas. Vous savez que la parachate précédente s'est terminée, c'est la parachate de Balak, où Balak, le roi de Moab, a très peur de l'intervention d'Israël, qui est très nombreux, qui est très puissant quand il sort d'Égypte, qui ont des victoires hors normes. Et Balak a très peur de cela parce que ce peuple juif se rapproche de son territoire et va payer les services d'un, parce que c'est pas un métier tellement, un maudisseur professionnel qui s'appelle Bilham et auquel il demande de maudire ce peuple. Bon, Bilham avait certains pouvoirs là-dedans. On a déjà passé cette paracha, on ne va pas rentrer là-dedans. Finalement, cette tentative est vouée à l'échec, mais Bilham, qui est un fin connaisseur du fonctionnement du monde, laisse un conseil à Balak et lui dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on fait quand un père est trop proche de ses enfants et les protège? C'est le cas d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Elohim shel Elu soné zima. Leur Dieu ne peut pas supporter la débauche. Écoute, tu sais ce que tu fais? Envoyez tous les plus belles filles du royaume pour qu'ils excitent un petit peu les Juifs, les Hébreux, à l'époque ce n'était pas encore les Juifs, les Hébreux, et comme cela, si vous arrivez à les attirer, et même à leur faire commettre de l'idolâtrie, même si vous arrivez jusque-là, ils se détacheront de leur Dieu, donc ne pourront plus bénéficier de la protection divine. Oui. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Il y a eu 24 000 morts à la suite de très grandes débauches qui ont eu lieu parce que les plus belles filles de Midian, de Moab, ont tenté les hommes, les Hébreux. Et ils sont arrivés. À un certain moment, le chef d'une tribu lui-même, le chef de Shimon, s'appelle Zimri ben Salou, ou Shloumel ben Surishadai, quelqu'un qui avait pas mal de noms, a lui-même été avec la fille du roi de Midian, la fille de Balak, Tsour c'est Balak, Cosbi Batsour, et comment est-ce que celui-ci a procédé? Il est venu chez Moshe, a pris cette fille de roi midianite, et s'adressant à Moshe, lui dit la chose suivante. Dis-moi celle-là, cette midianite-là, elle m'est permise ou elle m'est interdite? Et si tu me dis qu'elle est interdite, dis-moi au nom de quoi tu as pris Tzipora qui est une midianite. Vous voyez la façon vicieuse de poser la question. Il n'a pas posé une question. Il lui a glissé une peau de banane, n'est-ce pas? Parce qu'il lui dit, et si tu me dis? Donc, les gens qui ont une certaine sensibilité, dès lors qu'on les
mais personnellement en question, ils sont complètement paralysés. Regardez par exemple dans l'histoire de Korach. Korach qui s'est attaqué à la Kehuna, à la prêtrise, ouais, eh bien Aaron était silencieux du début à la fin. Il ne peut pas intervenir parce qu'on va le suspecter. Ah ben, c'est un plaidoyer pro domo. Il est en train de parler pour lui. Il est en train de se défendre ses intérêts. Donc dès qu'on attaque quelqu'un qui est un grand homme, si on veut le bâillonner, la meilleure chose c'est de l'impliquer personnellement dans l'histoire. Et on va demander à Moshe, il dit, dis-moi, elle est permise ou interdite? Il ne demande pas, dis-moi oui ou non. Et si tu me dis qu'elle est interdite, dis-moi qui t'a permis ta femme qui est midianite comme celle-là. Vous voyez comment la façon vicieuse. Moshe ne répond pas. Moshe est attaqué personnellement, il ne répond pas. C'est trop difficile de répondre, alors que les gens ils vont dire, ouais, mais il ne pouvait pas répondre autrement. Vous voulez dire que sa femme est lui interdite? Oui. Stratégiquement, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Et quand le peuple a vu que son meneur était silencieux, ils ont tous éclaté en sanglots. Il dit quoi? Moshe, il n'a pas la force de répondre. Moshe, à lui tout seul, est arrivé. Écoute, tu vas arrêter de faire du vélo un peu? Alors, Moshe, quand lui, à l'époque du veau d'or, à lui tout seul, il n'avait pas eu peur, il allait contre tout le monde. Il n'a pas eu peur. Et maintenant, et tout le monde a éclaté en sanglots. Pinchas, donc celui dont le héros de l'histoire, vient chez Moshe et lui dit, écoute, c'est toi qui nous as appris que quand quelqu'un va publiquement, ou au vu et au su de tout le monde, un juif qui va avec une non-juive, au vu et au su de tout le monde, quelqu'un qui ne peut pas supporter cela, Kanaïm, Pogimbo, il le tue. Si tu ne peux pas supporter ce chose, Moshe lui dit, celui qui lit la lettre, c'est lui le premier à devoir la réaliser. Pinchas prend sa lance et va pourfendre ce couple-là de Zimri et Cosbi. Alors, la récompense de cet acte, ça va être que Pinchas va avoir droit à être Kohen, va être nommé Kohen aussi. Il y a quelque chose de curieux là. C'est les premiers mots de notre paracha. Alors les premiers mots de la paracha, va être d'abord Hachem el Moshe est mort, Dieu s'adresse à Moshe en ces termes, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen ishiv et Hamati me'al bnei Israël bekalo et kinati betocham velo chiliti et bnei Israël bekinati. Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Kohen, a enlevé la colère que j'avais sur les Hébreux en prenant fait et cause pour moi, parmi eux, de sorte que je n'ai pas exterminé les Hébreux dans ma colère. La reine est morte, c'est pour ça que tu lui diras, voici que je lui donne mon alliance de paix. Et ce sera pour lui et sa descendance après lui une alliance d'être Kohen à tout jamais en échange de ce qu'il a pris, la colère que j'avais là, qu'il est intervenu en ma faveur et qu'il a fait pardonner les Bnei Israël. Il a cette qualité de Kohen d'obtenir le pardon pour les Bnei Israël. Il y a quelque chose de curieux, c'est qu'on le présente, ce personnage, comme Pinchas ben Elazar ben Aaron.